Le corps, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ce destin biologique qu'on subissait un peu en silence. C'est devenu notre projet numéro un, en fait, notre premier chantier, une sorte de matière première à sculpter, à transformer, à choisir. Mais cette liberté qui semble presque illimitée, elle a un prix. C'est une angoisse un peu sourde de vieillir, de ne plus être à la hauteur, de ne plus correspondre à l'idéal du moment, quoi. Alors, pour notre analyse aujourd'hui, on va se plonger dans un extrait de l'ouvrage Le corps en santé du linguiste et sociologue Pierre Fraser. Notre mission, c'est de comprendre comment cette vision du corps comme un projet, comment ça redéfinit qui on est et notre rapport au monde. Alors, allons-y, décortiquons un peu tout ça. Alors, l'analyse de Fraser, elle repose vraiment sur deux piliers. Deux idées qui ont tout changé ces dernières décennies. La première, c'est l'effondrement de l'idée que la nature, c'est une limite infranchissable. Aujourd'hui, transformer son corps, ce n'est plus juste une question technique, c'est un choix identitaire. C'est presque dire au monde « point ». Voilà qui je choisis d'être. Ah oui, c'est un vrai changement de paradigme. La biologie n'est plus le point de départ, c'est un brouillon qu'on peut réécrire. Exactement. Et le deuxième pilier, c'est la conséquence logique du premier. Si le corps, c'est le support visible de notre personnalité, de notre moi, alors la moindre défaillance, le moindre signe de faiblesse, ça devient une menace, presque existentielle. Le corps devient ce territoire un peu paradoxal, à la fois un espace de liberté infinie, mais aussi une source de menace constante. D'où cette nouvelle obsession qui est presque une religion. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est fou parce que cette idée de prévenir, elle a complètement dépassé le domaine purement médical. Aujourd'hui, on ne prévient plus seulement la maladie. On prévient la ride, on prévient le kilo en trop. La perte de tonicité. Voilà. C'est devenu une injonction permanente à la vigilance. Et c'est une vigilance qui est toujours tournée vers l'avenir. C'est la peur de la défaillance, la peur de ne plus être ce corps performant qui nous définit. Ça devient un horizon omniprésent. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, l'auteur nous remène à un moment clé, un point de bascule historique, le cri de ralliement féministe des années 70. Notre corps nous appartient. À l'époque, c'était un acte de rébellion pur et simple. Ah mais, absolument. C'était une révolte contre un pouvoir médical et social qui dictait aux femmes ce qu'elles devaient faire de leur corps, de leur fertilité. C'était une reprise de contrôle fondamentale. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette idée, qui est née d'une lutte pour l'émancipation, comment elle a infusé toute la société pour prendre un sens Très différent. très différent. Ouais. C'est-à-dire que d'un slogan de libération, on est passé à une forme de... De responsabilité individuelle, presque un devoir. C'est exactement ça. Fraser, il cite le sociologue Anthony Giddens, qui a cette phrase d'une lucidité terrible. Il dit « Nous sommes devenus responsables du design de nos propres corps ». Le mot-clé, c'est responsable. Ce n'est plus juste une possibilité, c'est une attente. Et ça change tout, notamment notre rapport au vieillissement. L'ordre naturel, les cheveux gris, les rides, la peau qui se détend, tout ça, ce n'est plus vu comme un processus inévitable. C'est devenu une condition non désirable. Une forme d'échec personnel, en somme. Oui, Comme si on n'avait pas fait assez d'efforts pour rester dans la course. un échec, oui, face aux valeurs cardinales de notre époque. La performance, la jeunesse, la santé visible. Le vieillissement, c'est un obstacle à tout ça. Et face à cet obstacle, du coup, quelle est la logique qui s'impose selon l'analyse ? La logique, elle est implacable. Il faut restaurer la fonctionnalité des parties du corps qui flanchent. Et Fraser est très direct sur ce que notre société entend par fonctionnalité. Il ne s'agit pas de mieux courir ou de mieux voir, mais avant tout, de séduire. La séduction n'est plus un moyen pour atteindre un but, comme fonder une famille. Non, elle est devenue une fin en soi, une performance continuelle. Attendez une seconde, est-ce qu'il ne néglige pas un peu d'autres motivations ? Je pense à la recherche de confiance en soi, au bien-être, ou juste au fait de se sentir mieux dans sa peau. Est-ce que tout est vraiment réductible à la séduction pour lui ? C'est une excellente question. En fait, l'auteur ne nie pas ces autres motivations, mais il suggère qu'elles sont toutes, en fin de compte, subordonnées à cette grande norme sociale de la séduction. La confiance en soi, dans ce contexte, c'est souvent la confiance en sa capacité à plaire, à attirer le regard. Et ce qui est frappant dans la liste qu'il dresse, les yeux, le cou, la poitrine, les fesses, c'est qu'on ne parle plus d'un corps comme un tout. C'est comme si le corps était démantelé,
vu comme un catalogue de pièces détachées qu'on peut améliorer, optimiser ou remplacer. Un peu comme les options sur une voiture neuve. On choisit les jantes, la couleur. Là, on choisissait ses paupières, ses pommettes. C'est une très bonne analogie. Chaque partie a sa propre valeur marchande sur le marché de la séduction, mais le point crucial de l'analyse, c'est que ce n'est pas juste un bricolage de surface. Fraser parle d'une reconfiguration systématique du moi. Reconfiguration systématique du moi, ça sonne un peu intimidant. Ça veut dire que si quelqu'un refait son nez, il ne change pas juste son apparence, mais il reprogramme son identité aux yeux de l'auteur? C'est exactement l'idée. Parce que dans cette vision du monde, le moi se perçoit et s'exprime avant tout à travers son corps. Donc modifier le corps, ce n'est pas changer la décoration de la maison, c'est reconstruire les fondations. Le corps devient cet assemblage de fragments fonctionnels, et l'identité qui en découle est elle aussi fragmentée, performative. Et cette pression, elle est partout. Le message des pubs, des magazines, des réseaux sociaux, il est limpide. Il faut afficher les attributs de la jeunesse, de la vitalité. Refaçonner son corps, ça devient un travail à plein temps, une sorte de prérequis pour être validé socialement. La société nous dit, voilà les outils, maintenant mettez-vous au travail sur vous-même. Et ce faisant, les frontières traditionnelles entre ce qui est naturel et ce qui est culturel s'effacent complètement. S'il y a un mot qui résume cette nouvelle réalité, c'est la flexibilité. La flexibilité, c'est un mot qu'on entend surtout dans le monde de l'entreprise. Précisément. Et ce n'est pas un hasard. Pensez-y. Dans le monde du travail, on nous demande d'être agile, polyvalent, d'être des couteaux suisses. L'auteur montre que cette même logique s'est étendue au corps. On attend de lui qu'il soit adaptable, optimisable à volonté, presque comme un profil LinkedIn qu'on met à jour en permanence pour rester compétitif. Il n'est plus un fait biologique immuable, il devient, comme le dit le texte, un projet et une performance. Une performance qui n'existerait pas sans tout un écosystème commercial pour l'entretenir, j'imagine. Ah mais bien sûr, cette performance corporelle, elle ne sort pas de nulle part. On pense tout de suite à l'explosion du fitness, du culturisme, du jogging, des régimes depuis les années 60-80. C'est un appel constant à maintenir le corps dans une condition optimale. C'est presque une nouvelle morale, hein. Un corps sain, entretenu, c'est un corps vertu. Et l'arsenal à disposition est devenu infini. Il est vertigineux. L'analyse détaille cette offre pléthorique. On parle de milliers de livres, de magazines, de sites web, de coachs privés. Mais ça va bien plus loin, ça s'infiltre dans notre assiette. Les aliments enrichis en oméga 3, en resveratrol, les produits allégés. C'est une gestion de soi au quotidien. Tout à fait. Et puis, au sommet de la pyramide, pour ceux qui en ont les moyens, il y a la chirurgie esthétique. Elle ne sert plus seulement à corriger des traits jugés indésirables, mais parfois à faire du corps un véritable canevas artistique, une œuvre d'art vivante. D'accord. Donc, on a cette pression pour un corps performant, flexible, presque un accessoire. On voit bien comment ça s'applique à l'apparence. Mais j'imagine que si on peut tordre les règles de la biologie pour l'apparence, cette logique a dû s'infiltrer ailleurs. Est-ce que l'auteur fait le lien avec, par exemple, notre intimité? Il y fait plus qu'un lien. C'est l'une des conclusions les plus fortes et les plus troublantes de son analyse. Cette logique de flexibilité, elle ne s'arrête pas à la surface de la peau. Elle s'étend au cœur même de l'identité et la sexualité. La sexualité n'est plus perçue comme un déterminisme biologique, une pulsion naturelle à canaliser, mais comme un mode de vie parmi bien d'autres. Une affaire de choix. Concrètement, ça veut dire quoi? Que l'idée même d'une norme sexuelle disparaît? En grande partie, oui. L'ancien discours sur la perversion, qui classait les pratiques, s'effondre. On assiste à une prolifération de ce que l'auteur appelle des projets sexuels identitaires. La sexualité devient un domaine d'expérimentation, un moyen de se définir, au même titre que sa carrière ou ses hobbies. Et la technologie, bien sûr, accélère ce mouvement. Vous pensez à quoi en particulier? Pensez à la fécondation in vitro ou à la gestation pour autrui. Ces technologies, elles dissocient complètement la reproduction de l'acte sexuel. La conception devient elle aussi flexible et plastique. Elle peut être planifiée, optimisée. La biologie n'est plus un destin. C'est un ensemble de contraintes techniques qu'on peut contourner. C'est vertigineux. Et si la sexualité et même la reproduction deviennent aussi flexibles, quelles sont les conséquences que l'auteur entrevoit pour le genre? Est-ce qu'il parle de la fin des catégories homme-femme? Il suggère que c'est la suite logique. Si le corps est plastique, si la sexualité est un choix de vie,
Alors sur quelle fondation biologique fixe est-ce que l'identité de genre pourrait encore reposer? Le genre devient lui aussi un projet, une performance, une identité choisie plutôt qu'assignée. Toutes les frontières deviennent poreuses, entre nature et culture, masculin et féminin, et même, avec les avancées du transhumanisme, entre l'humain et la machine. C'est un bouleversement anthropologique. Au final, l'image qui ressort de cette lecture, elle est puissante et honnêtement un peu angoissante. C'est celle du corps comme un vaste chantier, en construction perpétuelle, le chantier de tous les possibles, mais aussi le chantier de l'identité, sans plan d'architecte défini. Comme le conclut Fraser, le corps n'est plus un point de départ donné par la nature, le corps est devenu une destination, un but à atteindre, un idéal à construire sans cesse. Et pour décrire cette culture contemporaine, le texte aborde, avec beaucoup de prudence, le terme de narcissisme. L'auteur est réticent à l'utiliser, parce que le mot est souvent galvaudé, utilisé comme une insulte. Mais il laisse la question ouverte, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut réfléchir. En effet, si on met de côté ce terme de narcissisme qui est un peu trop chargé, comment on pourrait qualifier cette quête incessante d'autocréation par le corps? C'est la question fondamentale qui reste en suspens. Où se situe la frontière entre une émancipation authentique, où l'on se libère des dictats de la nature, et une nouvelle forme de servitude bien plus insidieuse? Une servitude volontaire face à des idéaux de performance, de jeunesse, de séduction, qui sont par définition infinis et inatteignables. Sommes-nous vraiment plus libres, ou sommes-nous devenus les artisans de notre propre cage?